Bonjour, je suis Yacine de Body Attitude. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième partie de nos entretiens avec le docteur Boursier. Pensez à vous abonner, pensez à liker cette vidéo parce que ça va nous aider à avoir de nouveaux abonnés. Bonjour docteur Boursier. Bonjour. On discutait juste avant de reprendre et vous nous disiez qu'il y avait des hommes gays qui avaient peur de venir en consultation. Et qu'est-ce qu'on pourrait leur dire aujourd'hui pour les rassurer ? Premièrement, on peut comprendre cette peur parce que tout ce qu'on a dit jusque-là, ça fait partie de la construction de soi-même et qu'il y a une forme de crainte de comment est-ce que je vais être perçu. Et ça, c'est très souvent dit dans les témoignages des personnes gays. Elles ont quasiment toutes eu une expérience inconfortable, voire désagréable, voire très désagréable ou rejetante de la part du milieu médical. La petite question qui paraît déplacée, on a parlé aussi intrusive, cette curiosité mal placée, ou alors on parlait juste avant de le côté jugeant ou culpabilisant. Ça fait partie du vécu que quasi toute personne a pu avoir. Donc, c'est normal que quand elles vont consulter, et en particulier sur des sujets du registre de l'intimité, de l'émotion, voire de la sexualité, voire des pratiques qui peuvent être originales ou non conventionnelles, on se doute que la personne, elle a peur, elle craint, voire de la honte et de la gêne. Donc c'est normal. Et ça fait partie, c'est le job du thérapeute, du professionnel, de pouvoir accueillir avec le plus de bienveillance possible la demande, la souffrance de la personne. Mais ce que moi j'aime bien dire, c'est que côté thérapeute, côté professionnel, on pourrait se dire, alors est-ce que c'est l'expérience, est-ce que c'est le parcours personnel qui fait que? Moi je pense que à partir du moment où le thérapeute est curieux, mais curieux au sens bienveillant, c'est-à-dire qu'il porte un intérêt, que ce soit la sexualité, une orientation sexuelle, que ce soit des pratiques sexuelles, que ce soit même donc une minorité sexuelle, mais que ce soit un autre groupe social différent du professionnel, le thérapeute n'y connaît pas, donc il suffit juste qu'il soit curieux, qu'il pose des questions de manière bienveillante et ça se passe bien. Moi, j'ai une vision assez universelle de l'accueil de la personne. Moi, ce que j'aime bien dire concernant l'accueil des patients, dont on n'a pas trop l'habitude, ça ne fait pas partie de notre patientèle habituelle. Il y a des thérapeutes qui vont être frileux, qui vont avoir peur, donc ça va rejoindre et ça peut alimenter la peur de la personne qui vient consulter, parce qu'elle sent que le thérapeute, il n'est pas à l'aise, il ne sait pas, et même en sexologie, ça on peut le voir aussi, sur la thématique de la sexualité. Donc cette crainte du thérapeute, elle est légitime parce que le thérapeute ne connaît pas. Mais moi, ce que j'aime bien dire, c'est que à partir du moment où on est bienveillant, qu'il y a une curiosité bienveillante vis-à-vis de la personne, je ne parle même pas de ce qu'elle fait, de la personne, qui est cette bienveillance, un accueil assez universel, on ne fait pas de mal. Souvent, le thérapeute, il peut avoir peur, ouais, mais je vais peut-être pas lui poser cette question, ou j'ai peur d'être intrusif, ou quoi. Oui, il y a peut-être des questions qui sont peut-être déplacées, et encore, même si vous mettez les pieds dans le plat et vous êtes déplacé, vous pouvez toujours dire, oui, en fait, ça m'intéresse et j'aimerais comprendre. La personne qui est méfiante, qui a peur, voire limite parano parce qu'elle a eu plusieurs expériences, si la personne porte un intérêt, et ça c'est en thérapie, c'est la relation où je porte un intérêt à ce que me dit la personne, ça m'intéresse, je veux comprendre. Donc je pose des questions, peu importe que ce soit une histoire de pratique sexuelle, de minorité sexuelle, mais ça pourrait être n'importe quel autre groupe social. Un groupe religieux que je ne connais pas, des pratiques que je ne connais pas, ou des coutumes, une culture que je ne connais pas. À partir du moment où j'ai envie de comprendre, expliquez-moi, il n'y a pas de risque.
Alors, je vais réagir à ce que vous venez de dire. Et je vais aller dans votre sens, mais plus d'un point de vue de patient. Euh, si je mets à la place de quelqu'un d'un homme, peu importe sa sexualité, qui veut consulter, qui, pour des raisons personnelles, va affronter certaines peurs, on est en droit, justement, de se sentir mal à l'aise et de se dire, mais comment je vais pouvoir parler de ça, qui est quelque chose d'extrêmement intime pour moi, à un inconnu. Déjà, moi, mon expérience, je commence à avoir quelques petites vidéos dans mon sac à dos derrière moi, et on en a parlé. J'ai rencontré des sexologues, et humainement, ce sont des personnes extrêmement ouvertes d'esprit, qui ont justement envie de découvrir l'autre et d'aider l'autre. Et je pense que ce n'est pas le fruit du hasard. Et donc, quand on est un patient et qu'on a besoin de travailler sur ce sujet-là, logiquement, on devrait tomber sur une personne qui va nous accueillir de par son vécu, mais aussi de par sa formation, avec de la bienveillance et du non-jugement. Et ça, c'est hyper important de le souligner. Humainement, on a, mon expérience perso, des gens qui sont là dans un travail sur le long terme pour aider l'autre, pour accueillir l'autre, pour accompagner l'autre. Donc cette peur-là, elle est légitime, elle s'accueille, elle s'écoute. Il peut y avoir, je pense, vous me corrigerez si j'ai tort, mais la peur, c'est quelque chose qu'on a besoin, non pas de réfréner, mais d'écouter. C'est un signal. Chaque émotion a une fonction. Exactement, elle a une fonction, elle existe, elle est là, la peur. Et d'y aller. Et simplement de s'asseoir et de se laisser guider. Et évidemment que ce processus, pour certaines personnes, le fait de s'ouvrir, il peut être douloureux. Tout à fait. Mais il est aussi nécessaire pour pouvoir avancer dans sa vie. Donc voilà, c'est ma petite obole à moi, dans le fait de pouvoir se dire qu'on y va en confiance. Et ça, c'est intéressant parce que ce que vous dites, c'est on l'a en tête et c'est notre job et notre challenge de pouvoir accueillir et écouter au mieux et de faire en sorte qu'en quelques minutes, voire secondes, ça peut se jouer à pas grand-chose, qu'il y ait un climat de confiance. Et comment est-ce qu'on installe ce climat de confiance pour accueillir, je parle en médecine, mais peut-être plus particulièrement en psychothérapie, voire encore plus dans le domaine de la sexologie, comment est-ce qu'on se sent en confiance? Est-ce que c'est une manière de dire bonjour? C'est une manière de regarder? C'est une manière de se positionner par rapport aux patients? C'est une manière c'est l'aménagement du cabinet? Tout ça, c'est des choses qui sont en effet subtiles, mais très importantes. Donc, comme on vient de voir, docteur, être un homme gay aujourd'hui en France, en 2024, c'est toujours pas simple, c'est pas facile. Il y a le jugement des autres, le jugement qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Et du coup, je me posais la question de quels sont les motifs pour lesquels les hommes gays vous consultent. Je vais dissocier ou schématiser en deux catégories. Il y a soit des personnes qui vont venir consulter parce qu'il y a une demande de psychothérapie. Donc là, ça va être un travail plus émotionnel. Et une autre catégorie où ça va être pour un motif sexologique, pour un accompagnement de sexologie/sexothérapie. On peut déjà dissocier ces deux grandes catégories. Concernant psychothérapie, si je vais forcément rebondir avec ce qu'on se disait juste avant, c'est-à-dire que ce qui va revenir, c'est la question de l'acceptation de soi, la question de l'insécurité affective, l'insécurité relationnelle, comment est-ce que je rentre en relation, est-ce que je me sens dans un attachement, un mode d'attachement, un style d'attachement sécure ou bien insécure. Très souvent, si on vient consulter, c'est qu'il y a de fortes chances qu'on ait un style d'attachement insécure. Et dans l'attachement insécure, il y a plusieurs styles qu'on décrit. L'évitant,
le préoccuper ou bien on dit désorganiser. Et tous ces styles d'attachement, c'est super intéressant de pouvoir se questionner sur c'est quoi le style d'attachement. En lien avec ce qu'on disait sur la société ou la famille ou les différents niveaux pouvant entraîner une blessure de rejet, voire d'abandon, en fonction de ça, la personne, elle va se développer son style d'attachement. Et donc, et très concrètement, ça veut dire que dans des relations, il y a des personnes qui vont dans des relations avoir du mal à s'investir, à s'engager. Et très souvent, il y a je commence une relation et puis après, soit je me lasse ou alors j'ai peur et puis j'évite et puis je mets fin à la relation. Et puis il y a un enchaînement de relations, ce qui fait que les personnes ont l'impression de jamais pouvoir créer un lien et créer une relation. Si on creuse, il y a cette question du style d'attachement et entre autres de l'évitement. Donc, et ça, c'est quelque chose, du coup, le style d'attachement qu'on trouve autant chez les hommes hétérosexuels que chez les hommes gays. Complètement. Voilà. Alors, par contre, j'ai une question. Ça amène une question que tu n'avais pas prévue. C'est, quand on est un homme gay, aujourd'hui, en 2024, est-ce que c'est plus difficile, aussi difficile ou moins difficile de se mettre en couple qu'un homme hétérosexuel? Et est-ce que les couples sont de même nature? C'est-à-dire que est-ce que les couples sont plus facilement ouverts chez les couples gays, dans les couples gays par exemple? Est-ce que la nature du couple est différente par rapport à un couple homme-femme? Ok, beaucoup de choses. Beaucoup de questions. Beaucoup de facteurs qu'on pourrait dire. Alors, est-ce que c'est plus compliqué de se mettre en couple? De trouver, Alors ça, c'est un grand sujet, mais encore une fois, là, je ne vais pas forcément faire une généralité sur les modes de relation. Moi, j'ai un aperçu par rapport aux personnes qui viennent me consulter. Oui. Donc, ça va être forcément biaisé. Oui. Mais ce que j'entends, je ne sais pas si c'est une histoire d'orientation sexuelle ou alors plutôt de génération ou alors plutôt de société. Alors, peut-être que ça fait un peu vieux con de dire ça, mais quand vous me posez cette question-là, spontanément, je me dis c'est pas l'orientation, c'est plutôt aujourd'hui la société. Alors encore une fois, comme je suis dans une ville comme Paris où il y a un rythme particulier, il y a peu de moments où on peut se rencontrer, ça va vite, il y a peu d'endroits où on se rencontre. Mais ça, on décrit beaucoup en particulier depuis le Covid. Donc il y a ce rythme effréné qui fait qu'il y a peu de rencontres. Donc ça passe par quoi? Ça passe par le cyber, ça passe par les applis de rencontres. On l'a chez les hétéros, on l'a chez les gays. C'est pas spécifique. En revanche, mais je suis en difficulté pour répondre parce que à la fois je pourrais dire oui, les gays, ils ont des difficultés à rencontrer ou à être dans une relation. Mais combien de fois j'entends chez des hétéros qui ont une difficulté à trouver l'âme sœur, si on est un romantique, à se mettre en relation. Et en fin de compte, cette histoire d'appli de rencontre, c'est peu ou prou la même difficulté ou la même lassitude ou cette même limite. Donc moi, mon point de vue, c'est-à-dire que mon point de vue, c'est même pas un point de vue, mais le questionnement que j'avais, c'est pas qu'il n'a pas de sens, mais c'est-à-dire qu'en fait, les couples, les hommes, on va dire, comment on pourrait dire, les célibataires gays et les célibataires hétéros font face aux mêmes difficultés aujourd'hui pour trouver quelqu'un pour avoir une relation sérieuse, il me semble, pour se poser. Mais encore une fois, c'est là peut-être que ça fait un peu vieux con de dire aujourd'hui, parce que c'était pas non plus beaucoup plus simple avant. Enfin, il ne faut pas non plus qu'on idéalise une période antérieure. Mais ça peut être compliqué, ça peut être compliqué différemment. Compliqué différemment, oui. Et il y a cette question, en revanche, peut-être une manière de se rencontrer entre des patients gays, des personnes gays, des personnes hétéros, qui va possiblement être différente. Ah, d'accord. Je reste sur l'exemple de l'appli de rencontre. La manière de se rencontrer de manière cyber va être, alors là aussi, on peut aussi
se questionner sur la différence, si on ose des généralités. Quelle est la différence dans une sexualité ou alors dans des modes relationnels? Ce qu'on va percevoir quand même dans le mode de rencontre chez les gays, c'est que ça va être beaucoup plus sexualisé. D'accord. Ça va être C'est-à-dire qu'on beaucoup va plus directement vers le sexuel. rapport? D'accord. Ça peut. C'est pas automatique, ça veut pas dire que tout le monde fait ça, mais il y a quand même beaucoup plus de place à, alors moi ce que dans mon jargon sexologue, on va dire, c'est beaucoup plus génital. Beaucoup plus génital que affectif. On pourrait se poser la question des différences de genre, ou alors des stéréotypes de genre qui peuvent se reproduire, ou alors des différences de comportement entre une femme qui va rechercher plutôt de l'affectif et les hommes plutôt du génital. Probablement que c'est quelque chose d'exacerbé dans la population gay. C'est beaucoup plus génital. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout d'affectif. Non, mais il y a un mode de rencontre, et puis c'est surtout aussi un mode de rencontre au sens société, ou culturel, au sens que c'est un groupe social qui a ses propres codes, ses propres normes, et que l'une de ces normes, c'est l'hyper-érotisation, ou la place très importante de ces codes sexuels. Du coup, moi, là, j'ai une question. Je suis en train de me poser une question qui peut paraître bête, mais est-ce que c'est pas tout simplement qu'on prenne un homme gay ou un homme hétérosexuel, intrinsèquement, on a avant tout un homme, et que les hommes entre eux savent peut-être plus facilement répondre au désir de l'homme qui est en face, parce que notre façon de fonctionner par rapport au sexe est la même, alors qu'avec une femme, on peut être plus sur la retenue. Et peut-être que s'il était possible pour des hommes hétérosexuels d'avoir autant de partenaires avec des femmes que les hommes gays peuvent le faire avec des hommes, ils ne s'en priveraient pas. Je pose la question. Il y a cette différence du groupe et de qu'est-ce qui est possible ou qu'est-ce qui est, j'allais dire, socialement acceptable. Et que, en effet, dans un groupe social tel que la communauté gay, la sexualité, l'érotisme va être beaucoup plus valorisé et mis en avant. Donc c'est socialement plus acceptable. Et ça rejoint une de vos questions sur est-ce qu'il y a des différences en termes de schéma de couple. On voit que dans la population gay, la question de l'ouverture de couple, une sexualité plus libre, ou ce qu'on appelle la non-monogamie, ça va être moins un sujet tabou que pour un couple hétéro. D'accord. Parce que socialement, ça fait partie des codes. Et en même temps, chez les hétérosexuels, c'est une chose qu'on voit en train d'arriver aussi, c'est en train d'évoluer. Tout à fait. Donc les gays ont pris vachement d'avance là-dessus. Ouais. Historiquement, ce que la population gay aime dire, c'est qu'ils sont avant-gardistes ou ils testent les choses avant et qu'après, les autres piquent l'idée. Voilà. Mais qui s'y frottent, pour les bonnes ou les mauvaises choses. Raison. D'accord. Ok, super. Donc, comme on vient de voir, être un homme gay en 2024, c'est pas forcément simple, toujours. Et on parlait donc de la communauté gay, mais comment ça se passe dans cette communauté pour les gens qui ne la connaissent pas, qui ne la fréquentent pas ou qui n'en font pas partie? Est-ce qu'il y a des sous-groupes? Est-ce qu'il y a certains types physiques? Comment se passe la vie dans cette communauté-là pour les gens qui viennent vous voir en consultation, qui vous expliquent? On pourrait dire très schématiquement, si on parle du vocabulaire, il y a des personnes vont déjà dire est-ce qu'elles sont dans le milieu ou hors milieu? Est-ce qu'elles considèrent qu'elles sont dans le milieu? Ça veut dire est-ce que je sors dans des endroits de rencontres gays ou LGBT? Est-ce que je suis visible? Est-ce que je me montre et j'ai l'impression d'appartenir à cette communauté? Donc être dans le milieu. Ou est-ce qu'au contraire, la personne se dit hors milieu?
Là déjà, ça peut raconter certaines choses sur comment est-ce qu'on utilise ça. Ce mot-là, c'est hors milieu au sens non, ça ne fait pas partie de mon quotidien et je ne m'identifie pas. Ou alors est-ce que c'est non, je suis hors milieu, je ne fais pas partie du milieu parce que je ne m'identifie pas et qu'il y a des choses qui soit me rebutent ou alors des choses que je n'apprécie pas du tout. Donc un vrai rejet. Il peut y avoir, on ne peut pas faire une généralité, mais ça peut poser question quand la personne dit ça, dire qu'est-ce qui se cache derrière. Et on peut faire le lien avec la notion de honte. Ouais. Non, je ne veux pas me montrer, je ne veux pas être vu comme… Je ne veux pas adopter ces codes-là, je veux adopter ces codes-là. Et puis dans le milieu où on pourrait décrire certaines catégories ou des sous-groupes ou des personnes qui vont s'identifier. Mais alors, est-ce que… Je trouve qu'en France, il n'y a pas forcément ce côté très identitaire. Peut-être que quand on va dans des pays anglo-saxons, il y a un peu plus cette identification à un certain groupe. C'est partie de leur culture aussi. Hein. Ouais, mais on peut retrouver des catégories. Et là aussi, ça va rejoindre la catégorie très sexualisée parce que ça va indiquer moi, j'appartiens à quel groupe et je veux rencontrer quel autre type de personnes appartenant du même groupe. D'accord. Ça peut être des bears, ce qu'on appelle les ours, les twinks, plutôt des personnes jeunes, fines. Ouais, plutôt fines. Ouais. Il y a les loutres, qui sont un entre-deux. Bon, tout ça, ce sont des catégories qui sont basées sur le physique, l'apparence, ou bien certains codes de groupe ou des codes vestimentaires. D'accord, ok. Et on pourrait rajouter par rapport à cette notion de groupe, si on dézoome par rapport à la communauté, alors même si c'est peut-être les sociologues qui en parleraient beaucoup mieux que moi, mais si on dézoome, on peut se poser la question du sexisme et de la place du sexisme dans la communauté gay, dans les rapports entre les personnes gays. On pourrait avoir une vision, si on ne connaît pas, on voit le milieu LGBT, on ne sait pas dire grand-chose, mais on voit cette communauté-là, en se disant on attaque les codes de la masculinité, on attaque les codes de l'hétéronormativité, donc on pourrait en avoir une vision très ouverte. Oui, c'est ce qu'on se dit. Très moderne. Voilà, Gay Pride, on danse sur des chars. Bah oui, ouais, ça, c'est un cliché, mais et donc ça vient casser ces codes et que c'est très ouvert. Et on pourrait se dire, tiens, il n'y a pas de sexisme. Parce que d'ailleurs, si pour les gays, c'est que des hommes, donc ce n'est pas une histoire de hiérarchie homme-femme. Mais moi, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'on retrouve complètement les codes d'un sexisme et que, mais là, encore une fois, c'est plus les sociologues qui le décrivent, que la perception de l'autre va être très souvent perçue à travers cette grille de sexisme. C'est-à-dire que l'autre va être inférieur à moi, ou je vais rabaisser l'autre parce que je le considère pas dans les codes. Pas dans les codes de la masculinité, de la virilité. D'accord. Le plus typique, c'est… Alors on pourrait peut-être voir ça comme une blague, et puis c'est autorisé parce que c'est entre eux, entre les gays. Mais quand il y a une blague dans un bar, si quelqu'un dit tiens, ouais, t'as vu cette folle, ou alors qu'est-ce qu'elle est folle, ou voilà, c'est une remarque, peut-être que c'est drôle, mais au final, ça raconte une hiérarchie des personnes. Une hiérarchie à travers, pas le sexe ni le genre, mais une représentation qui est basée sur il est plus féminin, il est plus efféminé que moi ou que nous. Donc, on peut rire de lui, on peut le rabaisser. C'est du sexisme. Et vous pensez que c'est pour ça, moi je parle en tant que personne qui a fréquenté les salles de sport pendant très longtemps et qui s'y remet tout doucement, c'est pour ça qu'il y a autant d'hommes gays qui font de la musculation, qui sont très musclés et qui ont des poils et qui ont des tatouages. Alors ça fait partie de… Alors j'ai envie de dire qu'il y a les codes d'un groupe social, mais comme tout groupe va avoir ses propres codes. Ouais. Donc on pourrait s'amuser à décrire les codes d'autres groupes. Dans la communauté gay, oui, il va y avoir des codes.
Et ces codes, mais là encore, peut-être que quand je dis ça, j'ai en tête une partie de la communauté. Parce que si des personnes qui m'entendent dire ça et qui ne se retrouvent pas du tout dans ces codes-là ou plus dans quelque chose de queer, là, vous me posez la question sur un type de profil où on pourrait dire un sous-groupe. Ces codes, ils sont basés sur des codes masculins et des codes virils. C'est la virilité qui est valorisée. Donc, oui, vous dites les muscles, la mise en valeur de codes ou des codes, une apparence masculine avec des caractéristiques très masculines. La barbe, les poils, les muscles ou alors un tatouage. Comment est-ce qu'on peut valoriser, mettre en valeur des codes masculins? Alors, est-ce que ça veut dire que ces hommes-là font ça pour se rassurer parce qu'ils ont intériorisé peut-être l'idée qu'ils sont moins hommes que des hommes hétérosexuels? Je sais que ma question elle est un petit peu tirée par les cheveux, mais je la pose parce que c'est quelque chose que je vois régulièrement dans les salles de sport et je vois vraiment des hommes extrêmement musclés et ça ne peut pas être innocent. Alors, mais en fait, on peut pas. Enfin, je suis en difficulté pour répondre, pour dire oui, parce que peut-être, mais des hommes hétéros, peut-être que vous en croisez aussi à la salle de sport, qui sont aussi dans ces codes de virilité, de muscles, et qu'est-ce que ça raconte d'eux? Peut-être des choses similaires, du registre d'une insécurité, et donc ils vont compenser. Mais limite, ça c'est presque un autre sujet parce que c'est la question de l'image corporelle. C'est vrai. Et donc, là on parle de ce milieu social, enfin de ce groupe social qu'est la communauté gay, qui va peut-être renforcer et appuyer l'enjeu ou l'injonction qu'il faut avoir un corps musclé viril. Mais on est d'accord que ça peut se retrouver chez des personnes non gays. Tout à fait. Donc c'est pas spécifique. Par contre, peut-être que ça favorise et ça va accentuer ça. D'accord. Mais en revanche, on peut se poser la question, est-ce que s'il y a cette poursuite de ces codes masculins, et qui sont valorisés d'ailleurs, parce que s'ils le font, c'est que d'autres personnes apprécient, qu'il y a un retour positif, il y a un feedback positif. Et là, on peut faire le lien avec Velvet Rage. Est-ce que c'est un retour, un feedback positif, une validation? Est-ce qu'elle est authentique? Ou est-ce qu'en fin de compte, elle n'est pas authentique? Mais peu importe au final, parce que si c'est validé, ça veut dire que ça va renforcer le comportement. On va avoir une lecture comportementale. Le comportement, il se répète parce qu'il est utile, parce qu'il y a un renforcement positif. Donc la personne qui fait beaucoup de muscu, qui a des muscles et qui a une validation, va être amenée à poursuivre ça. Ah oui, évidemment, parce que si elle tire un fruit de ce comportement-là, elle poursuit. Ah oui, exactement. Et donc, est-ce que derrière ça, il y a une logique avec de reproduction de codes sexistes? C'est qu'il y a ces codes masculins et tout ce qui n'est pas dans ces codes-là, ou alors qui est connoté féminin, alors c'est dévalorisé, c'est rabaissé, et je ne fais pas partie de cette catégorie-là. Et c'est pour ça que moi, je trouve ça assez fascinant quand on entend des discours de personnes ou des patients qui sont dans le milieu-là qui parlent d'autres personnes. On pourrait dire que c'est de l'homophobie. D'accord. Oui, donc ça peut être très très violent en fait. Mais c'est peut-être plus précis de dire c'est sexiste. Bon, ça dépend quelle lecture on a. Donc ça veut dire que pour un homme ou un garçon qui est gay et qui va avoir une apparence féminine, comme vous disiez tout à l'heure, qu'on va utiliser le terme folle. C'est pas un terme que j'aime, c'est un terme très dérogatoire, mais voilà, quelque chose, en tout cas qui a une apparence féminine, etc. Donc ça veut dire que pour lui, la communauté gay, c'est pas forcément un refuge. Et c'est violent quand même. Ça veut dire Tout à fait. Ça veut dire qu'il Et ça, oui. Et ça, on parlait de ces niveaux presque de trauma par la société. On peut utiliser le terme de hétéronormé qui renvoie un rejet et donc la personne qui ne va pas se sentir à sa place et acceptée, accueillie. Ça se pourrait que quand elle arrive dans la communauté gay,
y ait là aussi un rejet. Parce qu'elle se rend compte qu'il y a une violence dans les rapports. Il y a une violence dans comment est-ce qu'on se rencontre, vu que c'est basé beaucoup sur le sexuel, c'est beaucoup basé sur le physique. Donc si on ne rentre pas dans les codes, si on ne rentre pas dans ces catégories, j'ai dit certaines catégories, il y en a d'autres, mais pour peu qu'on ne rentre pas dans ces catégories, là c'est très violent. Et là, il y a plusieurs études de sociologues qui sont penchés sur cette question du rapport entre hommes et c'est frappant cette violence-là et à quel point elle peut être rejetante. Donc en effet, ça fait partie d'une des difficultés, et ça on peut l'entendre en consultation, le rejet, soit parce que le corps, soit parce que je ne fais pas partie de tel groupe, ou alors même je pourrais être plus efféminé. Ça s'entend, ça. Ça s'entend. Et ça fait penser à quelque chose, il y a aussi l'âge. Tout à fait. C'est-à-dire que quand on atteint un certain âge dans cette communauté, apparemment, il m'est arrivé, il n'y a pas longtemps, il m'est arrivé quelque chose, je suis allé boire un café. D'accord ? Je suis allé boire un café et le garçon qui m'a servi, on a discuté, il s'avère qu'il fait partie de la communauté gay et on discute. Et il est jeune, il doit avoir, 26, 27 ans. Et il me dit, mais moi, tu sais, de toute façon, dans 5 ans, pour moi, c'est fini, je ne voudrais plus rien dans la communauté gay. Quoi, 30 ans, c'est fini. Il me dit, bah oui, moi, je suis un twink, etc. Donc, moi, dans 5 ans, ils ne voudront plus de moi. Ce sera terminé, je serai vieux. Je me suis dit, putain, moi qui ai 46 ans, quand un gamin de 25 ans me dit que dans 5 ans, il est vieux, c'est super violent, en fait. Ben, merci de dire ça, parce que en effet, c'est presque un des éléments les plus centraux dans les rapports. Là, on parle du sexisme, mais il y a l'agisme. Et l'agisme, c'est un énorme sujet. En effet. Et ça, c'est intéressant d'entendre les témoignages ou le vécu des personnes. Et c'est vrai que c'est assez fascinant d'entendre que, passé 30 ans, je suis plus dans la course, je suis trop vieux, je suis périmé. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment cette notion-là. En effet, cet agisme. Mais là aussi, bon, moi, c'est un truc qui m'intéresse, c'est-à-dire que ce soit l'agisme ou le sexisme, j'adore observer dans le quotidien à quel point on peut être tous dire le sexisme, l'agisme, c'est pas bien, ok, c'est une chose, mais qu'en fait on est en permanence dans notre quotidien, si on fait attention, on est en permanence en train de juger sur l'apparence, juger sur l'âge, juger sur tous ces codes-là que même si on a beau l'identifier, mais on est en permanence en train de catégoriser. Oui, c'est vrai. Donc en fait, ce que ça veut dire, ce qu'on est en train de découvrir là aujourd'hui grâce à vous, c'est qu'en fait, grâce aux personnes que vous recevez en consultation, vous avez tiré une conclusion, vous me direz si je me trompe, c'est que la communauté gay n'est rien d'autre qu'un concentré du reste de la société. C'est-à-dire qu'elle a recréé des types, des normes, des jugements, des catégories, tout à fait. etc. Tout à fait. Je vais quand même dire que ça peut. C'est-à-dire que ça peut reproduire. Ça ne veut pas dire que toute la communauté. Enfin, là, on est sur l'exercice où on essaye de... Heureusement que ce n'est pas que ça. C'est très difficile de généraliser et d'inquiéter en disant que c'est forcément comme ça. C'est juste que c'est d'avoir cette vigilance sur qu'est-ce qui peut être reproduit de cette société qu'on va dire hétéronormée avec le sexisme. En fin de compte, ça peut se retrouver complètement. Et du coup, c'est quoi un exemple de problématique que vous avez chez les gays qui viennent vous voir en consultation par rapport à la sexualité ? Je vais faire une réponse un peu générale, parce qu'il peut y avoir différents motifs de consultation, mais au final, que ce soit chez les gays, mais aussi chez les non-gays, les hétéros, les non-gays, il va y avoir la question de l'anxiété de performance. D'accord. Ça, c'est central en termes de problématique. C'est donc universel. D'accord. C'est universel. Mais alors, je dis anxiété de performance, on pourrait le reformuler sur la pression, la pression à la performance. Il faut fonctionner, il faut
être un bon coup, il faut assurer. Tout ça, c'est tout ce qu'on se raconte sur la sexualité, sur la fonction sexuelle, et que en sexologie, on va rencontrer des personnes qui se sentent limitées dans leur sexualité ou dans leur fonction sexuelle. D'accord, mais limité par quoi? Limité, les motifs de consultation, ça pourrait être, si je reste dans une population masculine, trouble de l'érection, trouble de l'éjaculation, prématuré, retardé. Ça peut être la question du désir, la baisse du désir, ou alors ce qu'on appelle avec des grosses guillemets l'hypersexualité, on va dire une augmentation du désir sexuel, ou bien les compulsions sexuelles, avec des comportements sexuels sans contrôle. Je dis ça parce que je ne veux pas utiliser le terme d'addiction, mais on entend souvent le terme d'addiction sexuelle. Tous ces motifs de consultation, il y a très souvent cette notion de la performance et l'émotion qui va avec, c'est l'anxiété ou la peur. D'accord. Alors attendez, moi j'ai une question. J'ai une question qui va peut-être vous paraître complètement bête, mais je vais la poser quand même parce qu'il y a sûrement des gens qui se la posent aussi. En tant qu'homme hétérosexuel, j'ai cette anxiété de la performance, évidemment, surtout avec l'âge. On essaie de se maintenir. Les gens connaissent mon histoire, donc ils savent que j'appuie sur un bouton et ça monte, mais il faut quand même, parce que j'ai un implant pénien, je vous l'avais dit, donc mais il faut quand même, il faut quand même pouvoir assurer derrière, il faut pouvoir, sortir du lit et se dire mission accomplie. Bon, c'est peut-être très viriliste et stupide ce que je suis en train de dire, mais c'est aussi ce que je ressens parfois, que la demoiselle est heureuse. Moi j'ai une question, c'est que quand on est un homme gay et qu'on se fait pénétrer, est-ce qu'il y a aussi cette angoisse de la performance en tant que personne pénétrée ou pas? Ou vous voyez que des hommes pénétrants, je ne sais plus quel terme on dit. Ça, du coup, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a cette angoisse de la performance oui. Quand l'homme est pénétré? Oui. Ça peut. Ouais. Ça peut, mais alors j'ai envie de rembobiner. Oh, d'accord. Faites. Parce qu'avant ça, si on parle de l'angoisse de performance, et si je reste dans une population masculine, gay, l'anxiété de performance, elle peut se manifester de différentes manières et donc entraîner différents troubles. Je fais hyper général, mais ça va se manifester différemment. Si je reviens sur ce que vous dites là, celui qui pénètre ou celui qui est pénétré, on utilise le terme, alors tout le monde utilise le terme actif-passif. Actif, c'est celui qui pénètre, passif, c'est celui qui est pénétré. Mais il ne faut plus utiliser ces termes. Alors il ne faut plus. C'est vrai que si on est sexologue, on va apprécier utiliser d'autres termes. Actif, on va le remplacer par pénétrant ou alors insertif. Il y a peut-être d'autres termes aussi qu'on peut utiliser, mais ça, les principaux et surtout les plus entendus, il faut que ce soit compris par les personnes. Et passif, on va plutôt dire réceptif. D'accord. Ou dans le cadre pour une sexualité féminine, il va y avoir le terme de circlusion. Si je fais le lien avec l'anxiété de performance ou la pression, je disais qu'elle pouvait se manifester de différentes manières. Pour un homme gay, moi c'est ce que j'entends souvent en consultation, c'est que si cette anxiété de performance se manifeste par un trouble de l'érection, la personne perd son érection ou ne se sent pas en confiance par rapport à son érection ou n'arrive pas à obtenir une érection. En lien avec cette anxiété de performance, il peut y avoir d'autres choses bien sûr qui expliquent, mais ça peut être un facteur prédominant. L'homme gay qui construit sa sexualité, où l'anxiété de performance prend beaucoup de place, il a un trouble de l'érection. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il va développer des habiletés ou érotiser l'autre rôle, à savoir passif/réceptif. Donc, si je dis ça, c'est parce qu'en consultation, moi j'entends beaucoup, quand on reprend le développement sexuel, la construction, comment est-ce que la personne a fonctionné et fonctionne aujourd'hui, s'il y a un trouble, par exemple, s'il y a un trouble de l'érection et la personne est réceptive, donc se fait pénétrer, il peut y avoir cette demande de « j'aimerais retrouver cette fonction sexuelle, retrouver ma capacité à pouvoir pénétrer » et c'est d'ailleurs une grande souffrance parce que je n'ai jamais pu. Et donc c'est par évitement, par
adaptation que la personne a érotisé, est allée sur ce genre de pratique, alors qu'à la base, quand on leur pose la question, mais en fait, idéalement, vous aimeriez quoi? Elle peut dire, ben moi j'aimerais autre chose, j'aimerais pouvoir pénétrer, j'aimerais retrouver cette capacité parce que c'est ça qui me plairait. D'accord. Et je ne perds pas votre question, hein, qui est sur anxiété et par rapport à un homme qui se ferait pénétrer. Ouais. Bah, il peut développer ou avoir cette anxiété de performance. Alors soit, comme je disais, par rapport à l'évitement, c'est pour ça que j'ai rembobiné, hein, c'était par rapport à l'évitement de la pénétration s'il pénètre, mais on pourrait très bien imaginer qu'un homme qui se fait pénétrer a une angoisse de performance. Comment ça va se passer? Est-ce que je vais avoir mal? Parce que je pense à un patient qui peut avoir des douleurs au moment de la pénétration, mais peut-être que ça peut être formulé comme une anxiété de performance. D'accord. Peut-être qu'on pourrait plus le reformuler en une appréhension, une anticipation. Le fait est qu'il y a de l'anxiété. Il y a une pression parce qu'on a peur de comment ça va se passer. Ah, puis il y a aussi la peur de l'accident. Il peut y avoir une peur d'un accident. La peur de l'accident, là aussi, ce sera un gros sujet, Ouais. parce que c'est d'ailleurs un sujet plutôt tabou. Et là aussi, nous, en tant que sexologues, et je pense que là, peut-être que c'est soit plus par expérience des consultations que, en fait, c'est notre job en tant que thérapeute, en tant que sexothérapeute, de mettre les pieds dans le plat pour que ce soit un non-sujet et aborder la question de ce tabou par rapport à l'hygiène, le lavement, et donc on pourrait dire que l'homme qui pénètre, il a la pression parce qu'il faut assurer, il faut pénétrer, il faut garder l'érection. Ouais. Mais un homme qui se fait pénétrer, il a aussi la pression parce qu'il faut être propre, il faut être nickel, il faut être clean. Ouais. Et ça aussi, ça peut être un enjeu et une anticipation. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec, là aussi, la question de un rapport de hiérarchie. C'est pas genral, c'est pas le genre, c'est-à-dire c'est pas homme-femme, mais c'est un rôle où celui qui se fait pénétrer, il faut qu'il soit nickel, il faut qu'il soit irréprochable. Une très grande pression. Hein. Une pression, et surtout de la part d'un homme qui va pénétrer, des remarques sexistes. Parce que c'est l'autre qui se fait pénétrer. D'accord. Il faut qu'il soit nickel, et puis des choses très soit rejetantes ou... S'il y a un accident, vous voulez dire? S'il y a un accident. D'accord. Oui, en même temps, on sait où on met les pieds. Donc, un accident, ça peut arriver, on est humain. Ouais. Bah, c'est mon point de vue. Oui, mais comment est-ce que on est en contact avec ça? Comment est-ce qu'on est en relation avec cette notion d'accident? Ou la question de l'hygiène. Soit il y a quelque chose de très rejetant, il y a un évitement, ou alors carrément un jugement, ou alors, comme vous dites, ça peut arriver, et puis c'est OK, et puis comment est-ce qu'on gère? Et ça, d'ailleurs, c'est pas du tout une question spécifique à cette pratique-là, c'est pour n'importe quel acte sexuel. Si on considère que on a un rapport sexuel, on fait l'amour, mais que les draps à la fin ils doivent être propres, non, on n'a pas trop compris comment ça marchait. Tout à fait. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais j'ai eu des pareils. Avec les femmes, il peut aussi arriver des choses. Hein. Je me suis déjà fait vomir dessus. Hein. Donc, vous voyez, tout arrive. Voilà, c'est pas grave. Comment est-ce qu'on peut normaliser et faire en sorte que ce soit un terrain de jeu bienveillant? Oui, il peut y avoir des accidents, des imprévus, mais comment est-ce qu'on est en contact et on reste en contact avec ça? C'est sûr que si c'est une relation bienveillante, une relation de longue durée, ou alors une relation où il y a une confiance, ça va être facile. Si c'est une relation, et je prends l'exemple des relations... Des applications, par exemple. Des applis où c'est le plan cul, c'est clair que là, la bienveillance, non, c'est pas forcément ça peut, bien sûr, mais c'est pas... C'est pas garanti. Là, il faut assurer. Ouais. Et donc, en effet, pour rejoindre cette question de l'anxiété, ou on va dire la performance, là, il y a une injonction à la performance. Il y a une injonction à ce que, on assure, c'est one shot. Et donc, que ce soit d'un côté comme de l'autre, en termes de rôle, pénétrant ou pénétré, on n'a pas le droit à l'erreur, il faut assurer. Là, je me connecte à des injonctions qu'on peut entendre de la part des personnes. Il faut assurer.
C'est quand même beaucoup de pression du coup pour un homme Ouais, c'est beaucoup de qui pression. se fait pénétrer. Ouais, c'est beaucoup de pression. Et puis, donc c'est ce problème d'hygiène, et puis même le fait de pouvoir accueillir Tout à fait. à l'intérieur de soi, Tout à c'est fait. pas forcément gagné. Ouais. Il y a différentes anatomies, Ouais. autant en termes Tout de à taille fait. que, je sais pas, je suis pas spécialiste, mais Mhm. on peut pas forcément accueillir tout le monde, et voilà, donc Ouais, et puis il y a ce qui s'appelle, alors qui n'est pas trop connu, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude, on parle beaucoup Ouais. chez les femmes du vaginisme, Oui, c'est-à-dire tout à une fait. contraction réflexe Oui, involontaire du périnée, des muscles du périnée, qui fait que ça empêche ouais. la pénétration. C'est variable, ça peut être soit un pénis, un doigt, Oui. un tampon, ou On a pas. fait hein, tout un topo avec le docteur Super. Dubois-Chevalier là-dessus. Ouais. Elle a très très bien expliqué le Ouais. vaginisme, je vous conseille Ouais. d'aller voir si vous ne l'avez pas vu, c'est passionnant. Mais chez l'homme, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle l'anisme. D'accord. Anisme, à savoir une contraction réflexe. Alors c'est peut-être un peu moins décrit aussi précisément que dans le vaginisme, mais il y a cette contraction réflexe, soit par douleur, par gêne, Mhm. ou alors parce qu'il y a une pathologie proctologique qui peut expliquer, favoriser cette réponse musculaire, mais qui fait que, ou alors une appréhension et un Oui. facteur émotionnel Bien sûr. d'appréhension, et donc cette contraction fait qu'il y a une impossibilité de pénétration, ou alors une pénétration mais avec douleur, avec gêne. D'accord. Ah oui, donc oui, c'est loin d'être simple tout ça. C'est énormément de pression, énormément de difficultés pour. Mais forcément qu'on va utiliser les mêmes outils Ouais. que, je prends l'exemple du vaginisme, Ouais. on va utiliser, nous, sexologues ou sexothérapeutes, on va utiliser des outils thérapeutiques similaires, parce que Ouais. l'homme, spoiler, il a aussi un périnée, comme Oui. la femme, donc on va bien sûr. utiliser... Là, je contracte le mien. Ouais, Hop. voilà. Il suffit de faire Voilà. pipi et de retenir son Exactement. urine et on contracte notre Donc, périnée. Exactement. Donc, on peut dire bonjour à son périnée Mm. juste en retenant l'urine. Mm. Et ça va être les mêmes outils de respiration, de conscience du périnée, de relâchement, et tous des exercices qu'on utilise de manière courante Ouais. en sexologie, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Et alors du coup, j'ai une question. Ça m'amène des questions, docteur. Mhm. Donc déjà, j'ai deux questions. Du coup, là, j'ai découvert l'existence de l'anisme. Mhm. Je ne connaissais pas. Donc j'imagine que c'est un phénomène qui existe également chez les femmes, parce qu'elles ont Ouais. aussi un anus. Ça peut être décrit, tout à fait, ouais. Donc, Tout à fait. donc on peut trouver ça chez les femmes. Et ce dont vous parliez avant, Ouais, c'est la preuve qu'on n'aime pas les cases en sexo. Mm. On n'enferme pas les gens dans les cases, parce que tout peut se retrouver quasiment dans tous les D'accord. genres ou les orientations sexuelles. Et après, je vais poser une autre question. C'est, en fin de compte, on est entre nous, les gens nous regardent, et ils se posent cette question probablement. Est-ce que c'est dangereux pour la pénétration anale? Est-ce qu'elle est dangereuse pour l'anus à long terme? Est-ce que c'est une pratique sexuelle qui peut amener des difficultés avec l'âge? On parlait d'agisme tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà eu un homme de 60 ans qui vous dit « je ne peux plus me faire pénétrer » et c'est terrible pour moi parce que du coup, ce plaisir-là, je ne le connais plus. Okay. Vous savez pourquoi je vous pose la question? Allez-y. Je tourne des vidéos en bloc, d'accord? J'ai parlé avec un médecin la dernière fois et il a opéré, ce jour-là, il opérait un homme homosexuel qui a un peu plus de 60 ans et qui se faisait retirer la prostate. Et en rentrant chez moi, je me suis posé la question, mais est-ce que c'est pas peut-être la fin pour lui d'un certain type de sexualité? Donc, est-ce que vous voyez ça, vous, dans votre cabinet, des hommes qui viennent vous voir parce qu'ils doivent se réinventer dans leur sexualité à cause de l'âge, à cause d'un anus qui peut-être plus refermé comme avant? Alors, il y aurait deux choses. Oui, je suis désolé. Est-ce que sur le long terme, une pratique risque, de sexe anal Extrême peut avoir des conséquences et Oui. donc être mauvais pour la santé, on va dire? Oui, est-ce que ça peut avoir des conséquences? Ça peut avoir des conséquences négatives. Oui. Je fais une réponse claire, non. D'accord. Ensuite, que l'âge, la vie, fait qu'il y a des complications, mais c'est difficile de dire que c'est en lien avec la pratique sexuelle. Parce que l'exemple que vous citez, est-ce que c'est une pathologie prostatique? Est-ce que c'est une pathologie proctologique? Ou alors, ce qu'on peut entendre aussi, c'est la question du cancer.
d'une pathologie cancéreuse sur soit la zone au niveau de l'anus, ou alors au niveau du rectum ou digestif, ce qui fait que ça va avoir un impact sur la pratique sexuelle que la personne apprécie, si elle aime se faire pénétrer, mais qu'il y a une pathologie qui empêche. Bon, ben ça, c'est le champ de l'oncosexologie, c'est-à-dire la sexologie dans le champ de l'oncologie, la cancérologie. D'accord, donc l'oncosexologie. Oncosexologie. Je savais que ça existait, d'accord. Comment est-ce qu'on accompagne ces personnes lorsqu'il y a des pathologies qui empêchent? D'accord. Mais c'est plus les pathologies, des complications, enfin des pathologies médicales qui vont avoir un impact que, authentiquement, la pratique en elle-même qui entraîne une impossibilité. Il y a peut-être quand même une chose, c'est que, là c'est au niveau santé sexuelle, c'est que on sait tout de même qu'une pratique de sexe anal peut augmenter le risque de pathologie cancéreuse au niveau anorectal. Je vais vous poser des questions. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le HPV, le papillomavirus, que tout le monde, quasiment à 90%, tout le monde a été en contact, homme, femme, hétéro ou pas. Enfin, c'est même presque un marqueur de sexualité ou de santé sexuelle, à savoir que on est tous en contact avec le HPV. Et donc, dans une pratique de sexe anal, il peut y avoir une complication, ce qu'on appelle les condylomes. Des papillomavirus qui vont créer de sortes de verrues qui se voient à l'œil nu, mais c'est quand même important d'aller voir le proctologue régulièrement pour vérifier qu'il n'y ait pas l'apparition de condylomes. Et quand il y a ces condylomes, donc par HPV, le papillomavirus, ça, si on le laisse traîner, ou s'il y a eu un antécédent de papillomavirus, ça peut potentiellement augmenter le risque d'apparition de pathologies cancéreuses au niveau anorectal ou bien au niveau ORL. Et au niveau ORL, c'est pas que pour les homosexuels du coup. Exactement, ouais, tout à fait. C'est aussi pour les hétérosexuels. Tout à fait. Ça, le papillomavirus, les femmes en entendent beaucoup parler parce que c'est leur suivi avec le frottis vaginal. C'est pour vérifier qu'il n'y ait pas de papillomavirus au niveau du col utérin. Et on le surveille parce que c'est la même logique. Si on le laisse traîner, ça peut se compliquer ensuite par une pathologie cancéreuse. D'où le frottis, d'où les campagnes de vaccination chez les petites filles, c'est-à-dire même dans les, je crois, avant 12 ans à vérifier, qui est une des campagnes de vaccination pour le papillomavirus pour empêcher qu'elles aient des complications, mais passées plutôt 50, 60 ans, des complications en lien avec le papillomavirus. C'est la même logique chez les gays. C'est pour ça qu'on favorise aussi, soit au début, soit avant une activité sexuelle, donc le plus tôt possible, on favorise une vaccination pour le papillomavirus, surtout les souches qu'on considère plus risquées, pour protéger de ce risque de complications cancéreuses. D'accord. Et il y a même des centres de santé sexuelle, soit communautaires ou alors qui reçoivent les centres de PrEP, qui peuvent aussi avoir un discours. Alors ça ne fait pas trop consensus et on ne sait pas trop, mais il y en a quand même qui vont proposer la vaccination chez des gays, des hommes gays, même passés 40 ans, donc qui ont une sexualité active, qui ont été au contact avec le papillomavirus. On peut leur proposer une vaccination pour le HPV. D'accord. Mais là encore, ça ne fait pas forcément consensus. Vous voyez, comme on parlait de la PrEP, de la doxyPEP, là où il y a des choses rigoureuses, validées. Là, on ne sait pas trop. On sait plutôt, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Il y en a qui disent oui, ça vaut le coup parce que ça diminue sur le long terme le risque de développement de pathologies cancéreuses. Et puis d'autres qui disent on n'en sait rien. Et puis surtout, les gens ils sont déjà au contact, donc on fait un vaccin pour rien. D'accord. Mais aussi, il me semble, il n'y a pas un projet où c'est en cours déjà, il y a un programme de vaccination des garçons également, adolescents. Il me semble que c'est en train d'arriver. Ça, je ne sais pas. Je crois qu'il y a beaucoup de pays étrangers en Europe où ça se fait déjà. Et je crois que c'est dans les tuyaux en France. Il faudrait qu'on fasse du fact-checking. Oui, mais je vais vérifier ça. Je mettrai un lien. Voilà, comme ça. Mais il me semble, je sais que dans d'autres pays d'Europe, ça se fait, c'est certain. Et je vérifierai ça pour la France. Ce que je vous propose, docteur, c'est qu'on s'arrête là, parce qu'on a fait de beaux entretiens, et qu'on se retrouve bientôt pour qu'on continue à creuser les sujets qu'on avait prévu de faire, parce qu'il y a encore la TCC,
Ok, Thérapie oui, voilà. TCC, thérapie d'acceptation. Faut pas faire autant de choses, docteur. La sexothérapie, le sexo corporel, moi c'est vrai que j'adore parler de ça. Il faut pas me laisser une caméra pour que. Donc ce Ouais. qu'on fait, c'est que nous, on se retrouve bientôt, dans quelques temps. Avec On plaisir. fait d'autres vidéos, on continuera à creuser nos sujets. Merci d'avoir regardé cet entretien avec le docteur Boursier. Je vous engage à vous abonner, à liker cette vidéo. Pensez aussi à commenter. Moi, je lis les commentaires et je réponds. Donc pour moi, c'est extrêmement instructif pour préparer mes prochains entretiens. Merci donc, docteur, de nous avoir donné de votre temps. Et nous, on se retrouve bientôt sur Body Attitude. Prenez soin de vous. Au revoir.